Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission Majuscule et Propos, notre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de comprendre les réalités du monde actuel, le monde que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, les réalités du monde dans lequel nous vivons, avec des débats, avec des bouleversements, avec des changements dans tous les domaines. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des défis du monde actuel, des défis du multilatéralisme aujourd'hui, à la lumière des événements que nous traversons aujourd'hui, avec surtout la récente crise qui a éclaté entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela, et des événements qui ont suivi cette situation et qui continue même aujourd'hui. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Egide Karuranga. Professeur Egide, bonjour et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et surtout, meilleur vœu, c'est votre première apparition à notre plateau cette année. Oui. Cette année 2026. 2026, oui. Sinon, vous êtes un habitué de la maison. Oui. Et Alexis Nizeimana, vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous. Oui, à l'échelle mondiale, je le disais, il y a des grands bouleversements qui se produisent aujourd'hui et qui soulèvent certaines interrogations. Est-ce que réellement le droit international existe encore aujourd'hui? Les institutions multilatérales sont-elles devenues impuissantes face aux grandes puissances? Et c'est ce que nous allons évoquer tout au long de cette émission avec nos deux invités. Et pour commencer avec vous, professeur Egide Karuranga, à la lumière des événements récents, surtout le monde a toujours en tête l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Et est-ce qu'on peut parler d'un échec du multilatéralisme mondial avec cette arrestation? Il faut d'abord commencer par définir ce qu'on entend par multilatéralisme. Oui. Moi, je pense que le cas Maduro s'inscrit dans une évolution qui est là depuis de nombreuses années, quoi. Mais le multilatéralisme, si on revient à la définition initiale, c'est que ça prend 3 États pour collaborer. Oui. Parce que quand on est un seul État, c'est de l'unilatéralisme. On est dans le bilatéralisme si on a 2 États. On a 3 États, donc on commence à parler de multilatéralisme. Donc, ceci dit, il y aura toujours des blocs qui vont collaborer. Il y a toujours des unions douanières, il y a toujours des communautés économiques par ici, par là. Donc le multilatéralisme n'est pas mort avec le cas Maduro. Oui. Le cas Maduro, toutefois, signale une évolution dans les rapports de force internationaux. Pour moi, c'est un incident sur lequel il vaut la peine de s'attarder pour éviter notamment l'extension de pareils cas ou une sorte de récidive permanente, quoi. Maduro, on en parle aujourd'hui, mais c'est peut-être le 3e ou le 4e président latino-américain qu'on est allé chercher chez lui. Vous vous souvenez du cas de Noriega, pour ceux qui sont moins jeunes que nous. Il y a eu Noriega, donc au Panama, il y a eu le cas du Honduras, il y a eu la Grenade, donc c'est pas tellement une nouveauté. Oui. C'est une pratique qui est récusable et qui risque, s'il est étendu à d'autres zones du monde, de provoquer plus de dégâts que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'est pas la fin du multilatéralisme qui va se métamorphoser, se réinventer et peut-être bâtir là-dessus pour mieux définir ce qu'on entend par là. Alors Alexis, nous parlons de cette arrestation du président vénézuélien récemment et un incident qui s'est ajouté à d'autres similaires, comme le disait le professeur Egide Karuranga. Est-ce que cette situation ne met pas en cause le droit international? D'abord, le multilatéralisme que vous venez d'évoquer est basé sur des principes et d'égalité des droits des pays.
la recherche du compromis. Donc, il faut que ceux qui font une certaine association se concertent et prennent des décisions à base de compromis. Mais il faut aussi la réciprocité. Ça veut dire que ce que je veux chez moi, il faut que ce soit ce que je veux chez toi. Donc, cette réciprocité des faits, des relations, c'est un principe des relations internationales. Alors, ce cas, je dirais qu'il n'est pas isolé. Peut-être dans des récentes périodes, on avait peut-être commencé à oublier d'autres cas similaires, mais c'est un cas qui est similaire à celui du Libye, du Muammar Kadhafi en Libye. C'est un cas similaire du président irakien Saddam Hussein. C'est un cas similaire, comme le disait le professeur, de Noriega au Panama. Donc, ce sont des cas qui se répètent. En fait, je dirais que le droit international, ou bien même ce cadre du multilatéralisme, n'a pas assimilé, n'a pas effacé le fait que les puissances peuvent exercer leur force et leur puissance pour la sauvegarde de leurs intérêts, que ce soit des intérêts internes dans les pays et même les intérêts au niveau international. Et ce cas de Nicolas Maduro, c'est un cas mais qui s'inscrit dans une perspective de ce que ces pays, ces grandes puissances, ce sont eux qui enseignent ce principe du multilatéralisme, mais même du droit international. Mais de l'autre côté, ce sont eux qui bafouent de tels droits, mais en se basant sur, sur des arguments, disant qu'ils font ça au nom même du droit international. Au nom de la démocratie. Oui, au nom de la démocratie, du droit international. Le cas de Maduro a été soutenu par des magistrats, par des politiciens, par même des secrétaires d'État, différents secrétaires d'État américains, celui qui est en charge de l'international, celui qui est en charge de la défense. Il cherche même des arguments dans ce cadre du droit international, disant que Maduro était, je dirais, un terroriste. Et pour lutter contre le terrorisme, il faut qu'on agisse dans ce cadre du droit et de la sécurité internationale. Bref, le droit international, le multilatéralisme a été interprété par des puissances en leur guise. Donc, si ça leur arrange, c'est un droit international. Si ça ne leur arrange pas, ils cherchent d'autres arguments, mais ils abondent toujours dans ce cadre. Mais c'est pas, je dirais, je voulais dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, que ce n'est pas un cas nouveau. C'est un cas qui s'ajoute aux autres qui ont été, je dirais... Que le monde a connu. Oui, que le monde a connu dans le passé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'interprétation de ces cas s'inscrivent toujours dans la volonté, dans les intérêts des puissances, mais aussi des pays, même des pays qui ne sont pas des puissances, ils peuvent interpréter un cas isolé ou bien un tel cas, disant que c'est dans nos intérêts, c'est déjà légitime dans le droit international. Mais chaque pays, chaque puissance, je dirais,
campe sur les intérêts au niveau national, même au niveau international. Est-ce qu'à la lumière de ce que vous venez de dire, ce multilatéralisme qui est né après la Deuxième Guerre mondiale et les principes de l'ordre mondial établis après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire que tout cela est adapté aux réalités de la géopolitique actuelle, professeur J.D. Karuranga? Non, c'est comme disait notre collègue, le droit, par essence, et malheureusement, c'est une question souvent d'interprétation. Oui. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme texte, il est clair que Maduro, comme chef d'État en exercice, est protégé par une immunité qu'on retrouve sous tous les cieux. Bon, après, la question de compétence en droit, c'est qu'une cour new-yorkaise, le cas a été soumis à des magistrats, des procureurs, qui ont estimé que, comme narcotrafiquant, entre guillemets, Oui. comme quelqu'un qui facilite le transport de la drogue aux États-Unis, qui trempe dans ceci et dans cela, ils ont réuni ce qu'ils appellent, dans ce domaine-là, un acte d'accusation. Est-ce que les éléments qui sont contenus dans l'acte qui a conduit à l'arrestation sont valides? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'un tribunal de New York, devant lequel on l'a conféré, est compétent pour juger un chef d'État qu'on a pris selon les moyens qu'on a vu de cow-boy, quoi. On vient, je te prends, Oui. je te mets devant la cour de mon choix. C'est les deux débats qu'on va avoir au niveau du droit international. Et connaissant tout le système américain, bon, ils vont nommer un jury, ils vont passer devant beaucoup de temps, il faut faire amener des témoins, il va y avoir des avocats, et il va y avoir du sport, quoi. Oui. Le cas Maduro est intéressant dans son sens qu'il illustre, il risque d'illustrer le double standard que ces démocraties, ces puissances exercent quand il s'agit de leurs intérêts vis-à-vis des textes qu'ils ont eux-mêmes contribué à élaborer. Au demeurant, les États-Unis n'ont pas signé la CPI. Et on est en présence d'un cas qui aurait dû être référé devant la CPI. Mais les États-Unis ne sont pas signataires de la CPI. Donc, c'est comme s'ils se rendaient justice. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes quand même en présence d'un système américain qui est plus ou moins rodé, qui est documenté, quoi, qui travaille en droit positif. C'est écrit, quoi. Les textes sont écrits, les jurisprudences sont là. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, j'ai confiance au système judiciaire américain. Jusqu'au jour où ils vont rendre le verdict, on va voir ce qui va se passer, on va vérifier la qualité de l'acte d'accusation, on va faire défiler les témoins, et puis on est en droit pénal. Et en droit pénal, le principe, c'est que le doute profite à l'accusé. Il suffirait que, par exemple, dans un jury de 7 personnes, il y ait une personne qui ne trouve pas que c'est soit pas d'accord avec et tout s'écroule. Donc, ça va être un cas d'école super intéressant, et connaissant le système judiciaire américain, je présume qu'il est... Jusqu'à date, il était relativement indépendant par rapport à l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui a arrêté Maduro. Oui. C'est le président, en usant de ses pouvoirs exécutifs, qui a fait arrêter Maduro, qui le confère au système judiciaire, qui par essence est autonome, et on va voir ce qui va se passer. Il y a une autre chose qui s'est passée récemment qui est assez intéressante, c'est le truc à Sarkozy. Donc, vous avez évoqué Kadhafi, et je me dis que de plus en plus, on s'achemine vers une jurisprudence où même si l'assassinat de Kadhafi n'est pas celle qu'on va retrouver au procès de Sarkozy, mais on retrouve au moins le contexte. Donc, quelqu'un qui est accusé, il y a une relation. Quelqu'un qui a été condamné pour avoir fomenté ou organisé les troubles en Libye après avoir reçu ces histoires de pots de vin. Comme la justice française s'est prononcée sur ce type d'agissement d'un chef d'État en exercice ou d'un candidat à la présidence qui va recevoir des pots de vin de quelqu'un pour lequel il va contribuer à la chute et éventuellement à l'assassinat. Ça, c'est quand même une évolution positive. Donc, il y a de fortes chances que dans le cas Maduro, on ait aussi une sorte d'évolution du droit qui sera dit. Quand le droit sera dit, dans le cas de Maduro, on saura si on régresse ou si on réentre en arrière. Mais je vois mal le système judiciaire américain trempé dans une sorte de... J'ai confiance à la justice. Oui. Je ne sais pas si Maduro est correct ou pas correct, mais je sais que ça va, comme les États-Unis ont décidé de mettre ça au grand jour, attendons, wait and see. Et ça va nous aider à dire ou à affirmer que le multilatéralisme est mort, que c'est le droit du plus fort, que c'est le droit... Donc, moi, j'attends le 17 mars
pour voir comment ça va se passer. Mais je regrette ce qui s'est passé, comme tout le monde. On regrette la façon dont ça s'est passé. Mais j'espère, d'un côté, je regrette la méthode, mais d'un autre côté, j'espère que le système judiciaire américain, qui est indépendant par rapport à l'exécutif, va faire son travail. Donc on saura plus, on en saura davantage après l'issue de ce procès. Alexis, vous aviez un point, un point sur ce que vous évoquiez sur les instances qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale et leur pour garantir l'ordre mondial. Et oui, et leur efficacité aujourd'hui. Pour compléter le professeur Egide, je dirais que c'est pas vraiment les instances qui ont été mises en place. Il y a certaines considérations qui sont très vieilles, qui sont très vieilles, mais cela n'empêche pas que ces instances puissent avoir de la validité. Nous parlons de la charte de l'ONU, même s'il y a certains points, certains articles qui doivent être revisités. Par exemple, la constitution du Conseil de sécurité de l'ONU, ce droit de veto attribué à certains pays. Aux grandes puissances. Oui. Vous voyez, c'est une organisation qui a été mise en place lorsque le monde avait 2 milliards d'habitants. Nous avoisinons aux 8 milliards. Et nous voyons des puissances, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, et deux puissances, je dirais, au Moyen-Orient, ou bien à l'Est, si on peut le dire, qui forment cette permanence dans la sécurité du monde. Alors, cette constitution, en soi, je dirais que c'est pas aujourd'hui valable. Nous avons des pays qui ont des milliards d'habitants qui n'ont aucune représentation. Nous avons des continents entiers, comme le continent africain, le continent sud-américain, la partie asiatique, l'Est asiatique. Il faut revisiter ces instances, mais tout en préservant ce qu'ils ont achevé. Mais aussi, il y a d'autres instances, je dirais, que je dirais indépendants, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, mais qui entre dans ce multilatéralisme que forme l'ONU. Il faut revisiter le fonctionnement, la représentativité, les conditions pour accès à des ressources ou bien à des avantages. Mais en global, ce sont des instances qui ont joué leur rôle, qui jouent aujourd'hui aussi leur rôle, mais je dirais que qui ont été longtemps dirigés ou bien orientés dans des décisions par des puissances. Oui. Alors, je dirais qu'il y a certaines parties, certaines considérations qui doivent être revisitées et mises en jour. Nous sommes au 3e millénaire, alors il y a certaines lacunes, mais des instances en soi, ce sont des instances je dirais, qui ont de la valeur, même aujourd'hui. Alors, si on s'en tient aux Nations Unies, en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit régulièrement quand il y a des problèmes graves qui surviennent dans le monde, qui s'inquiètent de la situation, qui condamnent avec une grande énergie. Finalement, professeur Egide, cette tribune de l'ONU n'est pas devenue finalement une tribune politique, mais sans réel pouvoir sur les pays. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis de nature très, très optimiste. Par contre, même quand on parle du Conseil de sécurité, je pense que la question de
de la représentativité, de 5 membres permanents, non permanents. Droit de veto. Le débat, droit de veto, je crois que le débat est en cours et il évolue positivement. Parce qu'il y a déjà parmi les membres du Conseil de sécurité, il y en a qui soutiennent des candidatures africaines. Donc vous avez vu la France, je ne sais pas quoi, pour élargir aussi, pour élargir au nombre. Je crois qu'on va y arriver. C'est une évolution inéluctable dans la mesure où il y a à peu près 50% du monde là, qui ne sont pas là-dedans, qu'il faut maintenant inclure. Il y a 49% de ressources qui ne sont pas là. Moi, mon problème en tant qu'Africain, c'est de... Je ne sais pas quoi. Moi, je n'aimerais pas être du côté de ceux qui pleurent sur leur sort. Avant de pleurer sur notre sort, donc l'administration Trump, elle a fait un revirement à 180 degrés en retirant par exemple les appuis des États-Unis, des organisations comme l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé. En passage, il faudrait souligner que quand on appelle ce qu'on appelle les institutions multilatérales, il y en a à peu près une soixantaine. Et comme le disait notre collègue, dans la soixantaine, je crois qu'il y a une 61 ou 62 là, d'organisations, il y en a quand même qui ont fait un travail extraordinaire. L'OMS a fait un travail extraordinaire pour de lutte contre les maladies, malaria, à gauche à droite, sida, etc., Covid. On a vu, même dans le Covid, on a fait un travail extraordinaire comme approche multilatérale. Oui. La question maintenant qui fâche, c'est quand les États-Unis disent « nous, on retire notre soutien à l'OMS ». On retire notre soutien à l'UNESCO parce qu'ils ont soutenu la Palestine, la question palestinienne, Israël, etc. Alors, quand les États-Unis disent « moi, je ne finance plus », où est le Sud là? Mais contribuons, mais finançons ça. Si l'OMS est perçue comme une... Je considère l'OMS comme une mutuelle de santé mondiale. Dans la mutuelle de santé mondiale, c'est à nous, les citoyens du Sud, les pays du Sud, d'apporter aussi notre contribution à la caisse. Et qui sont les plus affectés. Et une fois qu'on aura assumé nos responsabilités au niveau de l'UNESCO, de l'OMS, une fois qu'on a quitté le statut de mendiant, excusez-moi le terme, parce qu'il y a des pays qui sont là pour demander demander et ne rien contribuer. Bah écoute, pourquoi est-ce que nous, les gens du Sud, on ne pourrait pas faire vivre l'OMS? Dites-moi en vertu de quel principe mathématique on doit attendre l'argent des États-Unis si nos finances publiques, dans la plupart des pays du Sud, on est déjà à des niveaux de financement de... Certains ont même atteint 100%. Il y a des pays du Sud qui maintenant ne dépendent pas de l'aide extérieure pour financer leur développement. Oui. Une fois qu'on est rendu là, pourquoi ne pas cotiser pour l'UNESCO si vous êtes convaincu que cet organisme multilatéral a fait un travail qui est intéressant pour le Sud? Pourquoi ne pas contribuer à l'OMS? Pourquoi est-ce que les États-Unis doivent agiter le bâton chaque fois et la carotte et les pays du Sud sont là à se plaindre? C'est inimaginable. Donc on devrait commencer par ça. Alors, une fois que le Sud se sera pris en charge pour financer ces organismes multilatéraux qui sont d'intérêt capital pour leur santé, pour leur éducation, bah écoute, on va nous respecter aussi au Conseil de sécurité. Une fois que la voix va compter là-bas. Mais tant et aussi longtemps que le Sud va se présenter en victime, en mendiant, je ne sais pas quoi là, j'utilise des mauvais mots, des gros mots là. Oui. Mais c'est ça la réalité. Donc les gouvernements du Sud devraient participer à la tontine, qui est l'OM, qui est l'OMS, qui est l'OMC, qui est le truc. Alors, la plupart, tu verras, il y a beaucoup de pays qui sont même en arrière, ils sont des arrières de cotisation, même dans les organisations régionales. Yep. Comment veux-tu qu'à Washington, on nous prenne au sérieux? Moi, si j'étais Donald Trump, à la place, je ne vous prendrais pas au sérieux. Ben, je retirerai l'argent que je retire. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il fait de son argent, ce n'est pas mon problème. Il va financer la science, il va financer la technologie, il va financer l'autre. Mais tant et aussi longtemps que vous ne vous prenez pas en charge, ben, ne me demandez pas, moi, Donald Trump, de vous babysitter là. Et d'ailleurs, vous faites allusion au continent africain. On voit que des organisations sous-régionales au niveau du continent africain sont presque paralysées par... Oui, il faut que l'homme noir, il faut que l'Africain, il faut que le gars du Sud puisse se regarder dans le miroir. Et dire, est-ce que moi je suis propre avant de demander? C'est quand même... les Nations Unies ont été fondées en 1945. La soixantaine d'organisations qui supportent le système des Nations Unies, donc qui font partie de l'écosystème multilatéral, la plupart sont là depuis 70 ans. Mais je ne serais pas surpris si on trouve une vingtaine ou une trentaine de pays qui n'ont rien contribué à l'OMS et qui attendent que les États-Unis mettent l'argent.
Alors que les plus grands bénéficiaires au niveau de la santé, c'est quand même nous, parce que les systèmes de santé américains, ou je ne sais pas quoi, occidentaux, ils existent. Après, est-ce qu'il y a eu transparence? Ça, c'est autre chose. Mais nous avons besoin de médicaments, mais sachons au moins contribuer. Nous avons besoin de recherche médicale. Bah écoute, faisons cette recherche. Trump a retiré le budget de la recherche sur tout ce qui est sciences sociales, même médicales. Il a investi beaucoup, et c'est un gros débat aux États-Unis, il a investi beaucoup dans l'intelligence artificielle, les systèmes informatiques, la science et la technologie. Oui. Après, les gens ont dit, bah, écoute, après, il a coupé les subsides à l'OMS, donc plus de recherche sur les maladies tropicales. Alors, bah, écoute, il est revenu de mettre l'argent sur la recherche dans nos maladies tropicales. Que les pays concernés prennent le devant. Oui. Qu'ils mettent ensemble les ressources, que l'OMS sert de catalyseur ou d'animateur, mais qu'on se prenne en charge. Après, on sera respecté. Après, on ira au Conseil de sécurité. Moi, aujourd'hui, si on nous donne un siège au Conseil de sécurité, je ne sais pas si ça va changer le monde. Hein. Il faudrait changer nos attitudes, nos perceptions. 70 ans après, il n'est plus permis d'aller demander à Washington de financer la recherche sur la malaria, quoi. Je ne sais pas, je suis peut-être trop sévère, mais 70 ans, c'est beaucoup. Oui, et l'évolution du monde actuel, Alexis, est-ce que vous pensez que ça peut servir de réveil aux pays du Sud pour que justement ils puissent avoir un mot à dire sur la scène internationale? Cet ordre mondial auquel nous assistons aujourd'hui, qui connaît des hauts et des bas, avec des changements, des fois même inhabituels, est-ce que ça peut contribuer à réveiller les pays du Sud, comme le dit le professeur Égide? Malheureusement, le Sud, il s'est endormi, comme on le dit dans notre langue nationale. Il s'est endormi lui-même. Alors, pour réveiller quelqu'un qui s'est endormi avec sa bonne volonté. Et peut-être qu'il n'a pas envie de se réveiller. Oui, donc il va se réveiller lorsqu'il va voir s'il en profite. C'est malheureux. Comme le disait le professeur, on est dans les années 70, 80 pour certains pays, avec ce que nous appelons les indépendances, 60, 70, 80. Mais vraiment, ces pays du Sud sont indépendants. On va avoir un mot à dire sur la scène internationale si nous avons quelque chose à contribuer pour cette organisation qui est le monde. Même les instances que je mentionnais qu'on a besoin de réformer, si on les réforme, peut-être vous allez voir l'Inde qui accède, parce qu'ils ont travaillé pour ça, non pas seulement pour ce nombre de populations, mais leur économie en dit beaucoup. Peut-être vous allez y voir le Brésil ou bien d'autres pays de l'Amérique latine qui ont de l'économie je dirais, qui monte. Si on vient sur notre continent, même, vous le disiez, même les organisations régionales, ceux qui donnaient de l'espoir, ils ont été déjà, je dirais, bafoués, ils ont été refrénés. Les membres, non seulement ils ne contribuent pas, mais ils contribuent à leur dégradation. C'est lamentable. Je dirais que pour avoir quelque chose à dire sur la scène internationale, il faut se montrer d'abord confiant. Il faut aussi se montrer digne de confiance par les autres. Il faut que ce pays le mérite. Oui, il faut le mériter. C'est pas une faveur seulement qu'on va leur donner.
c'est pas une faveur, et ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Dire seulement, je suis au Conseil de sécurité parce que je suis un pays africain. Ce n'est pas suffisant. Il faut le mériter. Mais aussi, il faut avoir ce poids de pouvoir influencer le cours des choses sur la scène internationale. Et pour arriver à ce niveau d'influencer la cour des choses, il faut avoir des prérequis, il faut avoir une économie qui se tient debout elle-même. Bon, en travaillant avec les autres, mais avoir, je dirais, ce contrôle. Il faut avoir cette coopération avec les autres, parce qu'on n'y va pas seul. On n'y va pas seul. Il faut aussi avoir, je dirais, cette mentalité d'ouverture. Certains pays du Sud, malheureusement, qui n'ont rien, ils se sont enfermés sur peut-être des ressources naturelles. Qui ne sont pas exploitées. Qui ne sont pas exploitées. Même une fois exploités, ils ne bénéficient pas ne profitent pas toute la population. Alors, il faut changer ces attitudes, il faut changer cette mentalité. Si un cas Maduro pouvait peut-être, ou bien les agissements des États-Unis pouvaient réveiller les pays du Sud, les pays du Sud devraient être réveillés il y a longtemps avec des cas qu'on a précités ici. Mais toujours, j'ai cette attitude d'optimisme qui dit que quand même, il y a les générations qui donnent de l'espoir, mais malheureusement c'est lent, c'est peu, mais il y a de l'espoir. On voit certains pays qui ont déjà fait un pas en avant, qui éveillent les autres, malheureusement qui sont endormis avec cette propre volonté. Mais on voit une lueur, on voit une lumière qui s'allume lentement, mais on a cet espoir que les pays du Sud vont se réveiller. Mais ce n'est pas ce cas isolé qui va les éveiller. Il faut qu'ils observent d'autres cas qui ont été dans l'histoire. Alors, si nous prenons l'exemple de notre continent africain, on voit que les pays africains peinent encore à avoir une même voix sur la scène internationale. Le professeur J.D. Karuranga, est-ce qu'on peut nourrir de l'optimisme et que d'ici quelques années, l'Afrique va pouvoir peser sur la scène internationale, même si sur le continent, on voit qu'il y a des disparités ici et là sur certaines décisions importantes? Je ne sais pas, moi, c'est mitigé. Si je reprends le discours des indépendances à l'époque de Nkrumah au Ghana, Nyerere en Tanzanie, Nasser en Égypte, si je prends juste les trois leaders de l'époque aux indépendances, on parle des années 57, c'est 8, 9, 60, 61 là. Oui. La Tanzanie, c'est juste à côté là, les gens se retrouvent peut-être dans le cas tanzanien plus que dans le cas ghanéen. Oui. Si Nasser, Nkrumah et Lumumba aussi, ici à côté, chez les voisins, et Nyerere était pour une sorte d'unité africaine là. Alors, ce qui les divisait en deux groupes, il y avait deux groupes. Il y a les gens, le groupe Nkrumah qui voulait faire vite là. Nasser, Nkrumah, ils voulaient faire vite. Nyerere voulait y aller progressivement. Oui. Alors, maintenant, je parle d'une histoire qui s'est passée il y a 70 ans. Donc, il y a 70 ans, après Nasser, Nkrumah, Lumumba, le pauvre a été assassiné avant qu'il ne travaille. Et Nyerere est à côté qui a dû jeter l'éponge parce que l'Occident, toutes les puissances occidentales lui mettaient des bâtons dans les roues. Après ça, il y a eu un vide là. Il y a un gros vide en Afrique où on est retombé tous dans ce sommeil-là. On est retombé dans ce sommeil Rwanda, au Congo, partout là. Après, on a eu le dictat du Fonds monétaire, les programmes d'ajustement structurel. On venait même vous dire qu'il faut fixer le prix de la banane ou du haricot. On venait vous dire payer autant à votre fonctionnaire, on vous donne ça. Sinon, sinon on ne vous fréquente pas, on ne vous donne pas l'argent. Donc, il y a eu les pères fondateurs des indépendances qui voulaient qu'on
fasse cette unité africaine, les uns plus rapidement que les autres. Après, quand ils sont partis, il y a eu juste une grosse période de l'État. Aujourd'hui, il y a un réveil. Oui. Il y a un réveil au niveau du Rwanda. Le Rwanda est un exemple de réveil. Il y a un réveil partout de bonne gouvernance dans des pays comme le Botswana. On retrouve dans la zone sahélienne, l'Afrique de l'Ouest. Même si ça ne passe pas des coups d'État, ce n'est pas ma meilleure option, mais il se réveille au moins dans le discours. Il y a un réveil au niveau de la gouvernance. Il y a des pays qui commencent à être bien gouvernés. Il y a des pays qui, si la tendance se poursuit, on pourra peut-être arriver à cette zone d'échange africaine, la FTA. On pourra consolider nos ensembles régionaux. On pourra éliminer progressivement les mauvais élèves là. Ces gens-là qui ferment des frontières comme on fait une frontière avec un pays. On vous dit le développement, le premier pilier du développement socio-économique, c'est le commerce. Et le commerce entre les gens. Oui. Alors quand vous privez vos citoyens de la facilité de commercer et d'avoir un revenu en fermant les frontières, vous ne me dites pas que vous travaillez pour le peuple. Vous travaillez pour votre propre sécurité parce que l'argument, ce n'est pas que le peuple va souffrir ou va gagner quelque chose en fermant la frontière. L'argument que vous avancez, c'est que peut-être on va vous faire un coup d'État. Oui. Donc, c'est purement politique. Cet égoïsme politique, donc les nations africaines, quand ils vont transcender cet égoïsme politique où les leaders prennent leur sécurité propre, comme la sécurité de tous les citoyens, ils les prennent en otage ensuite, ces mauvais élèves, il faudrait trouver une façon de les larguer. Il faut que les peuples les larguent. Il faut que la jeunesse africaine prenne conscience de ce retard que nous avons, de cette trajectoire et de ce à quoi nous aspirons. Nous aspirons à un monde où nous avons un droit de cité, où nous avons un droit de parole, où nous irons au Conseil de sécurité, où nous financerons notre système de santé. Quand la jeunesse africaine aura compris tout ça, alors on va larguer les mauvais élèves. Je ne suis pas pour les coups d'État, mais bon, après, on parle à gauche à droite de génération Z. Je prends l'exemple de Madagascar. Oui. Les politiques qu'on a repoussées ou renvoyées à Madagascar, c'est un signe de réveil de la jeunesse africaine. Là, qui est majoritaire. Qui est majoritaire. Donc la jeunesse africaine étant majoritaire, je pense que c'est dans elle que repose l'espoir de voir un jour cette Afrique parler d'une seule voix au Conseil de sécurité, financer son développement, ne pas attendre se libérer du dictat du Fonds monétaire, parler sur un terrain d'égalité avec Donald Trump, là, ou celui qui va diriger l'Europe. Là. Oui. Et ça, c'est le meilleur souhait qu'on puisse faire à cette Afrique que nous avons vu peiner, nous l'avons vu souffrir, nous avons souffert avec eux, nous avons été humiliés, nous avons subi les dictats du Fonds monétaire, les passes, etc. C'est vraiment... Alors on s'est demandé, des fois, les gens sont arrivés à se demander est-ce que c'était nécessaire d'avoir l'indépendance. Il y a des pays aujourd'hui comme nos voisins, on entend ça souvent. Oui. Au moins, on est arrivé à regretter le colon. On souhaiterait qu'il soit toujours là. Oui, on souhaiterait qu'il soit là parce que nous avons été incapables de mener des politiques pro-peuple, pro-population. Parce que nous avons mis nos intérêts égoïstes avant ceux des populations qui nous mettent au pouvoir. Donc cette Afrique-là, je ne sais pas si je la verrai, mais je mourrai en souhaitant peut-être que ce soit ainsi parce que la nature humaine commande... Après, bon, je vais clôturer la parenthèse là-bas, c'est que ce qui me fait un peu... ce qui me rend un peu optimiste, c'est que les États-Unis, que je connais assez bien, ou certaines de ces démocraties, sont passées par des périodes plus douloureuses. Oui. Et les États-Unis, pour faire les 50 États en une nation, il y a eu les guerres de sécession, il y a le Nord et le Sud, il y a l'esclavage. Ils ont eu tellement d'enjeux. Je ne souhaite pas que nous traversions les mêmes enjeux, mais je souhaite qu'on s'en inspire pour être plus grand et plus fort ensemble. Parce qu'ils ont prouvé qu'à 50, c'est déjà un continent. Quoi. Alors vous imaginez si on avait un président africain, une armée africaine, on irait chercher... Bon, je ne veux pas être mauvaise langue, mais celui qui nous causerait un trouble, on serait capable d'aller le chercher ou de lui dire non. N'importe où qu'il soit. N'importe où qu'il soit. Mais bon, après, la méthode, est-ce qu'on sera plus sage? Et alors, Alexis, on assiste ces derniers temps, ces dernières années,
aux multiples interventions militaires unilatérales. Et est-ce que finalement cela ne met pas en cause les valeurs universelles auxquelles le monde aspire? Je dirais que même ce que nous appelons valeurs universelles, c'est trop dire. Peut-être il y a des principes. Oui, des principes. Oui, il y a des principes communs. Communs. Faire alors ces opérations militaires unilatérales, nous le voyons en Ukraine, nous le voyons avec Israël, mais pour chercher ceux qui ont causé, ceux qui ont leur causé du tort, oui, terroristes dans dans ces provinces, dans ces territoires palestiniens. Nous le voyons, le cas récent de Maduro. Je dirais que ces principes universels du respect mutuel, de la concertation via l'ONU et son Conseil de sécurité, quelquefois, dans le passé, un pays qui voulait faire une opération militaire passait par le Conseil de sécurité, oui. Même si le Conseil n'approuve pas, mais il passait par là. Nous le voyons, le cas échéant, durant le génocide commis contre les Tutsis, lorsque la France voulait envoyer ses soldats, ils sont passés par là pour former la fameuse zone turquoise. Et même pour attaquer la Libye, ils ont passé par là. Mais aujourd'hui, on voit des cas échéants des puissances qui mènent des opérations militaires sont passées par l'ONU. Je dirais que c'est la remarque que même ces puissances ils ont vu cette faiblesse parce que si vraiment vous êtes adepte de la démocratie et que vous dites qu'il y a un conseil, il y a les 5 membres permanents, il fallait dire que si les 4 approuvent, c'est la démocratie qui a remporté, il faut agir. Mais si l'un parmi les 5 refuse, déjà, je dirais, la décision n'est pas prise. Oui. C'est l'inverse de la démocratie. Et ces grandes puissances ont exploité cette faiblesse qui se trouve dans ce Conseil de sécurité, même dans l'ONU en général. Et ils se sont appuyés sur ce fameux principe de self-defense. De se défendre lorsqu'on est attaqué. Oui. C'est ce que la Russie a utilisé en Ukraine. Il disait que c'était contre leur sécurité, il fallait qu'ils agissent. C'est ce que je dirais la gouvernance Trump dit pour le cas Maduro. Il disait que donc il vendait des drogues pour financer du terrorisme sur notre territoire. Alors c'est la défense propre, c'est du self-defense. Alors, ces opérations, d'abord, ils montrent, je dirais, le bafouement de ces principes. Mais les valeurs, c'est propre à une société, d'une société à une autre. Mais pour me résumer, ces opérations, ils montrent cette faiblesse, ces lacunes dans l'application ou bien dans la préservation de ces principes du respect mutuel, ce que le professeur disait. Et chaque chef d'État bénéficie d'une immunité, mais arriver à prendre un chef d'État dans un autre pays pour le juger dans le vôtre, c'est
je dirais que c'est cette transcendance de ces principes. Alors, est-ce qu'on serait en droit de parler de relativisme géopolitique, professeur J.D. Karuranga? C'est ça qui fait le problème des relations internationales est teinté de cette histoire de double standard. Donc ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Moi, je fais ce qui est bon pour mon pays. C'est America First, c'est toute la philosophie de Trump. Mais c'est aussi la philosophie de chaque pays, parce que Trump le dit tout haut, il y en a qui le font tout bas. Oui. Nous sommes tous... Donc chaque pays, d'après vous, devrait adopter ce principe. Non, on défend déjà, c'est le cas. Nous défendons tous nos positions. Oui. Quand il y a des petites guerres de querelles de frontières entre le Kenya et la Tanzanie sur le commerce transfrontalier, les Kenyans montent au créneau malgré les trucs de... Les Tanzaniens montent au créneau malgré l'East African Community. Oui. Quand nous avons des problèmes avec le Burundi, et le Burundi tire les ficelles, et puis... Toi, chacun roule pour sa chapelle. Chaque fois que tu roules pour ta chapelle, tu oublies les principes qui fondent le multilatéralisme. C'est-à-dire que le multilatéralisme est fondé aussi sur le dialogue. Alors, il faudrait épuiser toutes les composantes du multilatéralisme avant d'arriver à des blocages ou à des situations extrêmes comme celle on aurait dû. Trump se défend en disant qu'il a essayé de parler à Maduro. Bon, ça reste à voir. Qu'ils ont essayé de parler et qu'en plus, la loi américaine autorise le président, en cas de questions de sécurité nationale, à prendre l'initiative qu'il a prise là. Après, c'est aux constitutionnalistes, aux juristes constitutionnels, de voir s'il n'a pas abusé de ce truc, parce que le débat était au Congrès, il devait passer par le Congrès, le Sénat, etc., avant d'attaquer carrément le Venezuela. Alors, lui, il se prévaut d'une disposition de la Constitution américaine qui lui dit quand le pays est menacé, le président peut prendre des initiatives sans devoir passer par là. Bon, après, c'est à voir là. Oui. Comme je te dis au début, là, le droit, c'est une question d'interprétation. Nous allons en cours, on sera en cours le 17 mars pour décortiquer tout ça. Mais le problème auquel nous faisons face, nous, les gens du Sud, c'est de dire quand est-ce qu'on se prendra suffisamment en charge pour être respecté. Vous êtes un pays comme le Nigeria, vous ne pouvez pas éradiquer le Boko Haram. Alors les États-Unis viennent avec leurs avions, ils viennent bombarder. Donc, il ne faudrait pas donner l'opportunité aux États-Unis pour un problème de police de quartier ou de Boko Haram. Quand tu n'es pas capable d'éradiquer le Boko Haram, les autres, ils ont un argument pour intervenir. Donc, c'est déjà à nous, Africains, de s'assurer que nous sommes propres avant de réclamer quoi que ce soit sur la scène internationale. Moi, je suis un spécialiste du commerce. Oui. Pour le commerce, c'est la même histoire. Tant et aussi longtemps que nous ne savons pas présenter nos produits, les vendre, les améliorer, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Donc nous serons toujours, nous avons navigué très longtemps. Donc depuis que je suis enfant, depuis que j'ai été à l'école secondaire, ça me torture. On parlait de détérioration des termes de l'échange. C'est un truc qui revenait très souvent pour dire que les gens... Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'ils nous achètent notre café, notre cassette. Ils fixent même les prix. Ils fixent même les prix et ils nous achètent ça à vil prix. Et on a vécu pendant des années avec ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de transporter le café, d'aller faire des entreprises chez eux, comme quand ils viennent ici, ils font les petites boutiques, ils ouvrent les hôtels ici. Alors, c'est cette dichotomie, ce paradoxe où on ne fait que pleurer sur notre sort sans devoir agir et pendant que les autres avancent. Il faudrait cesser de pleurer sur notre sort et avancer pour le commerce. Donc, Donald Trump a utilisé les tarifs pour sortir aussi du multilatéralisme. Les accords de l'OMC sur les tarifs sont clairs. Après, il a trouvé des dispositions pour les contourner et ajouter des droits punitifs, on appelle ça des droits punitifs, aux pays qui ne respectent pas ceci, X, Y, Z là. Alors les pays, ce qui est encourageant, c'est que les pays qui se sentent forts et responsables, ils se sont ils se sont vengés, ils ont appliqué les mêmes tarifs. Alors après, donc c'est comme nous on utilise un concept en économie, c'est la théorie des jeux là. Après ça s'est annulé presque parce que il a augmenté, ils ont augmenté, il a baissé, ils ont baissé. Donc bon, la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier, ce serait une autre émission, mais le fait est que les gens qui ont osé résister à ça ont une gain de cause. Donc la Chine a augmenté pendant qu'il augmentait aussi. Alors après, maintenant les droits d'entrée sont revenus à un niveau entre 15 et 20% de hausse, alors que Donald Trump les mettait à 100, 150, 80.
Il reste les droits punitifs pour les gens qui font du commerce avec l'Iran, mais ça c'est une autre histoire. Donc, les rapports internationaux sont teintés de cette self-interest d'abord, America First, pour tout le monde, hein, c'est pas ce que lui le dit tout haut. Oui. Mais tout le monde, la Chine c'est aussi China First. Tu ne veux pas donner aux Chinois, la preuve c'est qu'il a mis les droits à 80%, ils les ont mis aussi à 80%. Aussi. Donc tout le monde roule pour sa chapelle. Oui. Alors, c'est à nous de défendre nos intérêts dans son Conseil des Nations, en gardant à l'esprit. Mais moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend optimiste, c'est que le commerce, c'est tant qu'il y aura des hommes sur Terre, il y aura du commerce. Et quand il y aura du commerce, les gens auront besoin les uns des autres. Donc l'histoire des tarifs, de guerre commerciale, ce n'est pas demain la veille que l'OMC va quitter. Donc on aura toujours besoin d'un cadre de règlement de ce type de conflit. Oui. Si conflit il y a. Mais les gens sont faits pour vivre ensemble et collaborer sur cette planète. Et alors avec ça, Alexis, face à ce déséquilibre mondial, quelles options s'offrent aux pays du Sud et surtout les pays africains pour justement défendre leur souveraineté et surtout leurs intérêts? Je dirais que les options ne sont pas nombreuses. C'est d'abord la première et primordiale, c'est la cohésion entre les pays du Sud. On ne peut pas négocier avec les États-Unis, 50 États ensemble, et en étant sur le Rwanda ou bien sur, disons, la Tanzanie, sur le Kenya. Je dirais que ce n'est même pas un district qui va négocier avec un État. Il faut d'abord savoir nous mettre d'accord sur des principes, sur le continent, mais aussi d'autres pays du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine. Il faut avoir une voix qui pèse, une voix qui influence. On ne va pas avoir une voix qui influence avec nos 26 km², avec les États-Unis, avec le pays comme la Russie, tout un continent, avec les pays comme la Chine. Il faut d'abord accepter ce vivre ensemble des pays du Sud. Deuxièmement, il faut faire l'hygiène, comme le disait le professeur. Il faut faire l'hygiène de nos institutions, de nos politiques, de nos agissements, de nos mentalités. Il faut faire l'hygiène, vraiment. Il faut avoir cette mentalité qui voit le bien dans l'autre et qui bénéficie, qui accorde plus d'importance à ce que nous pouvons faire ensemble, contrairement à ces égoïsmes de politique. Je dirais que je veux peut-être être sous-estimé politiquement parce que je ne suis pas celui-là, parce que il faut mettre de côté ces égoïsmes et donner de l'importance à ce que toute la population, tout le continent, tous les pays du Sud, à ceux qui peuvent en bénéficier. Et la troisième option, c'est faire face à ces menaces, menaces, mais aussi opportunités. Des menaces peuvent venir avec des opportunités. Si, par exemple, le gouvernement Trump a suspendu des financements des pays à travers du USAID. Cherchez comment vous financez vous-même. On se demandait même pourquoi les États-Unis viendraient financer le système de santé, le système d'un pays souverain. L'agriculture, alors que, je dirais, le continent dispose de tout, des ressources, de l'eau. On dispose de tout, mais on attend que quelqu'un venant de loin vienne pour financer, je dirais, les activités d'un pays souverain. Je dirais que nous avons ces trois options. Pour moi, il faut d'abord se mettre ensemble. Il faut faire de l'hygiène de tout ce qui est
salubrité dans nos pays, dans nos institutions régionales, même dans les pays du Sud en général, et faire face à des puissances pour avoir du poids dans la négociation. Si nous avons des ressources, il faut que nous avons des ressources, ils ont de l'industrie, ils ont besoin de ressources, nous avons besoin de finances, on négocie. On fixe le prix qui est, je dirais, qui plaît tout le monde. Sinon, on cherche d'autres orientations des marchés, mais on ne veut pas le faire dans des pays isolés, État singleton, un pays à part, parce que eux, ils ont déjà avancé dans cette perspective de se mettre ensemble. Même les pays européens qui ne font pas, peut-être les États-Unis, qui ne sont pas des grands pays en surface, ils ont su mettre en place un système dont l'Union européenne, à travers lequel ils vont négocier. S'ils négocient le commerce, ils négocient à travers l'Union européenne parce qu'ils savent que si la Belgique lui-même va négocier, il ne va pas remporter. Donc ils ont pu se créer un cadre qui leur donne force. Oui, qui leur donne la force. Alors, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer de ce qui leur procure de la force et de l'apprivoiser chez nous. Et même dans ces instances que nous parlions, nous allons avoir du poids. Ouais. Et en un mot pour terminer, professeur J.D. Karuranga, peut-on espérer d'ici peu voir, avec cette émergence multipolaire, peut-on espérer avoir bientôt un système international équilibré? Oui. Quelques secondes pour terminer. Pour moi, il est déjà équilibré parce que les forces sont maintenant partagées entre les différentes régions. Il y a une chose qu'on a apprise récemment à travers les crises, que ce soit au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, il n'y a personne qui viendra occuper nos territoires. Oui. Ça, c'est une constante, donc c'est déjà une bonne chose de savoir que nous ne serons pas conquis et occupés parce que c'est impossible. Tant que nous ne serons pas conquis et occupés, comment est-ce qu'on se met ensemble pour négocier comme un bloc? Et surtout, une chose que je voudrais pour compléter notre... Parce qu'il a si bien dit, il faudrait juste apporter la notion de marché. Il faut que nous nous considérions comme un marché, comme des consommateurs. Les États-Unis, c'est 348 millions d'habitants. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. L'Afrique, c'est 1,2 milliard qui ne savent pas commercer. Oui. Alors, si on fait du commerce entre nous, la Chine, ce qu'il a propulsé sur la scène économique internationale, c'est le marché intérieur. Consolidons notre marché intérieur. Défonçons toutes les frontières. Oui. Alors, mais comme on a de mauvais élèves qui mettent les barrières sur les frontières, après, c'est à nous de larguer c'est à la jeunesse africaine de larguer les mauvais exemples. Et puis bon, après, quand on aura le marché commun, on peut négocier, on peut faire l'union politique. Mais ça commence déjà qu'il faut que les gens échangent entre eux. Et voilà, nous allons nous arrêter par là. Nous allons clôturer notre émission sur cette note d'optimisme et que les pays du Sud, et surtout les pays africains, finiront par comprendre, avoir cette prise de conscience de leur fragilité et que leur force ne peut venir que s'ils travaillent ensemble. Ils vont peser dans la cour des nations s'ils sont ensemble, parce que l'union fait la force, comme on dit. Merci en tout cas à nos invités, professeur J.D. Karuranga, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci également à vous, Alexis Nizeimana, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise. Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.